Salut à toi. Si tu souhaites aujourd'hui financer ton activité ou financer l'achat d'une société ou la reprise d'une société ou financer ton idée, tu es au bon endroit. Je suis là pour te faire avancer, éviter des erreurs et surtout trouver des solutions. Bonjour à toi, je m'appelle Stanley Laporal et j'accompagne les entrepreneurs comme toi qui souhaitent trouver des financements. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un de mes clients parce que aujourd'hui, les vidéos que je vais faire en termes de contenu, c'est pour en fait parler de cas concrets qui va mélanger le concret et la théorie. C'est-à-dire pour te faire apprendre, comprendre des choses et voir comment ça se passe, je dirais, sur le terrain. J'ai un client qui vient me voir, il est dans la zone Occitanie, il est sur Toulouse, et il me dit « Je souhaite faire une croissance externe ». C'est quoi une croissance externe? C'est-à-dire racheter une entreprise. Donc, pour ce faire, je lui dis, est-ce que tu as déjà trouvé ta cible? Est-ce que tu as déjà dit, cette société-là, ça fait partie de mes concurrents, je veux la racheter pour justement grossir ma part de marché dans le secteur d'activité. Il me dit, écoute, oui Stanley, j'ai trouvé la société, elle est très ancienne, justement, il y a une opportunité. Le dirigeant qui est aussi propriétaire d'entreprise veut vendre l'entreprise parce qu'il souhaite un peu se reposer, il veut partir à la retraite. Donc c'est un cas de dirigeant propriétaire qui veut partir à la retraite. Donc c'est plutôt des cas intéressants parce qu'on sait que souvent, s'ils disent qu'il veut partir à la retraite maintenant ou dans 2 ans, ou plus tard, on peut toujours négocier des choses pour préparer justement leur départ à la retraite et donc leur faire des propositions intéressantes. Et ça permet d'avoir un calendrier pour justement dérouler les actions opérationnelles. Mon client, aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise qui est dans le domaine des espaces verts et de la piscine. Donc souvent, c'est des espaces c'est souvent des secteurs d'activité complémentaires. Certains font que de la piscine, d'autres font que de l'espace vert et certains font espace vert, donc tout ce qui est paysagiste, et également de la piscine, construction de piscine, ça peut être... Alors, merci justement à ce client, il m'a fait mieux maîtriser aussi le secteur d'activité. Il y a différents types de piscines, il y a des piscines qui sont à coque, à béton, etc. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans la technique, vous verrez que vous, en tant que porteur de projet, souvent c'est vous qui avez la technique. Moi, je suis plus là avec mon cabinet de conseil et mes collaborateurs pour justement vous accompagner de façon générale. Et après, la partie spécifique, on s'entoure soit de collaborateurs, soit on travaille avec vous cette partie spécifique, mais à la fin, on trouve toujours des solutions. On est des solutionneurs. Il vient me voir, il me dit, du coup mon client, il est dans les espaces verts et les piscines, dans le sud, sur Toulouse. Il me dit, j'ai un peu discuté avec le chef d'entreprise, il est prêt à me vendre, mais pas à n'importe quelle condition, il veut apprendre à me connaître un petit peu, il a entendu parler de moi, donc on fait comment? Alors je dis, on prend la base déjà, si tu as besoin qu'un professionnel t'accompagne, il faut déjà signer un contrat. Donc je lui propose mon contrat d'accompagnement, et quand le contrat d'accompagnement est fait, à ce moment-là, je vous ai dit ça la dernière fois lors d'une dernière vidéo, quand vous allez expliquer à votre vendeur que vous êtes accompagné, déjà ça va le rassurer, et en plus de ça, ça va vous faire gagner du temps pour mettre en place une stratégie. Il est allé discuter avec le vendeur, et lui a dit maintenant, je vais être accompagné par un cabinet de conseil, donc j'ai besoin de quelques jours pour qu'il puisse prendre connaissance du dossier. Maintenant, voilà, je suis dans la place, je vais l'accompagner avec mes équipes et aussi des partenaires, donc les cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, des cabinets d'expertise comptable. Il faut du monde pour pouvoir traiter un dossier. À ce moment-là, je prends en charge le dossier. Je commence à faire ce que je vous ai dit. La première erreur à éviter, une des erreurs que je vous ai données lors d'une précédente vidéo, c'est l'empressement. Parce que, oui, on a compris, le vendeur est pressé parce qu'il veut partir à la retraite, il a déjà beaucoup travaillé, il est fatigué, mais je vous dirai une chose, aujourd'hui, votre priorité, c'est vous, acheter une activité qui est soit saine, soit mal en point, mais si elle est mal en point, il faut voir comment vous allez la redynamiser. C'est encore une autre chose à voir, dans une autre vidéo, on va en parler. Donc, aujourd'hui, on a dit, l'empressement, la maîtrise du temps, c'est... calm down, on respire, on prend le temps qu'il faut et on commence à mettre en place un calendrier opérationnel qui souvent c'est un calendrier prévisionnel qui vous dit quelles sont les différentes actions qu'on va mettre en place. Donc déjà, je discute avec le client pour lui dire oui, le vendeur il est pressé parce qu'il veut partir à la retraite, mais est-ce qu'il a déjà une idée en termes de timing? Il voudrait partir quand à la retraite? Donc je prends déjà les informations auprès de mon client qui normalement a déjà discuté avec le vendeur, il me dit oui, il souhaiterait idéalement partir fin d'année. Comme ça, il clôture son bilan au 31 décembre et nous on fait la reprise pour le 1er janvier. Je lui dis d'accord, donc c'est dire qu'il était venu me voir je crois de mémoire au mois de juin ou juillet, voilà je crois que c'était juste un peu avant l'été. Et là je lui dis ok c'est parfait, ça nous laisse quasiment la moitié de l'année pour pouvoir travailler la mise en place du rachat. Première chose, c'est que on a évité l'erreur de l'empressement, on
on a mis en place un calendrier entre le client et moi. Donc vous, en tant que porteur de projet, vous avez un calendrier qui est clair. Tel mois, telle action, tel mois, telle action, tel mois, telle action. Et on avance step by step, étape par étape, vers l'objectif. La deuxième erreur qu'on dit souvent, que je vous ai dit d'éviter, c'est, je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de croyance sur des profils types, mais il y a toujours des profils qui sont soit compatibles ou interdits. Je vous avais expliqué ça lors d'une précédente vidéo. Aujourd'hui, le profil du porteur de projet, c'est un chef d'entreprise. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'il a des connaissances dans le monde entrepreneurial. Il va aussi pouvoir gérer le stress, gérer tout ce qui se passe, connaître comment ça se passe avec les différents organismes, les impôts, l'URSSAF, etc. Donc déjà, c'est quelqu'un qui connaît le monde de l'entrepreneuriat. C'est un premier point positif qui permet déjà d'augmenter les chances de succès. Deuxième point positif, il est du secteur d'activité. Lui aussi, il a une entreprise dans l'espace vert et la piscine. Donc ça permet déjà d'augmenter les chances de succès de la reprise de cette activité-là, vu qu'il est déjà dans le domaine. Donc il saura tout de suite, est-ce que les éléments financiers et l'environnement de l'entreprise cible, est-ce qu'elles sont cohérentes ou pas, vu qu'il est dans le domaine. Demain, vous êtes par exemple du BTP, si vous voyez que dans un bilan ou dans des documents de prestation, vous voyez que l'entreprise facture 200 € et que le marché à chaque fois facture à 500 €, il y a deux choses que vous pouvez vous dire. Soit aujourd'hui l'entreprise que vous ciblez, soit ses prix sont trop bas. Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui se font de façon illégale, il y a du black, etc. qui se passe et que du coup les chiffres que vous avez sont pas les bons chiffres? Ou est-ce que tout simplement c'est une stratégie de pénétration du marché pour en fait récupérer d'autres marchés, et donc il faut comprendre la stratégie. Si vous êtes du secteur d'activité et que par exemple les prix de prestation de votre société cible n'est pas cohérente, il faut réfléchir au pourquoi du comment. Et ça, de toutes les manières, si vous voulez, on fera une vidéo spécifique sur la question de, lorsque vous rachetez une entreprise, la cohérence par rapport à ses prestations, son activité, voir quels sont aussi pour vous les axes d'amélioration, les axes de développement de votre cible. Donc on a vu que voilà, le profil est compatible, donc c'est un profil qui est intéressant pour cette reprise. Donc ça, boum, c'est coché, c'est validé. Le porteur de projet a un profil qui est compatible à sa cible. Maintenant, ce que je vous disais en erreur numéro 3, lors d'une vidéo, je vous ai parlé de il faut pas croire que le futur porteur de projet qui va être propriétaire va forcément être le dirigeant. Donc je lui ai posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au fait que vous avez déjà une entreprise dans ce secteur d'activité-là, est-ce que vous allez nommer un autre dirigeant ou est-ce que c'est vous qui allez diriger l'entreprise? Il m'a dit oui, c'est moi qui va diriger l'entreprise. En plus, on a vérifié avec lui, géographiquement parlant, l'entreprise, elle est à 10 minutes de voiture, elle a aussi un local d'ailleurs, elle avait un local, l'entreprise, un très beau local d'ailleurs, où il y avait même, je vous dirais, parce que j'ai les choses en tête, il y avait en fait un local qui était en fait une maison, et dedans il y avait une piscine de démonstration en fait, pour montrer aux clients comment ça se passait avec une piscine de démonstration, et vraiment très très bien, vraiment le local très bien, très grand, très intéressant d'ailleurs. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que il fallait voir en termes de faisabilité, est-ce que l'entreprise 1 et l'entreprise 2 étaient assez proches pour que le dirigeant puisse en fait se mouvoir d'un point A à un point B. On a vu que c'était à 10 minutes en voiture de son entreprise actuelle, donc c'était très intéressant, c'était très proche pour lui. Donc on voyait que effectivement, s'il y avait besoin d'interagir de façon rapide, il était dans la zone en fait. Du coup, je lui ai dit, écoutez, effectivement, vous êtes juste à côté, c'est très pertinent, vous pouvez rester aussi dirigeant d'entreprise. Par contre, je lui ai demandé, de façon opérationnelle, est-ce qu'il y a des salariés ou pas des salariés, comment ça va se passer? Parce que vous pouvez être dans une entreprise que vous êtes propriétaire et dirigeant, mais certaines fois, et ça fera l'objet d'un autre point, qui va être là pour faire la prestation? Est-ce que c'est vous, en tant que patron, dirigeant d'entreprise, qui êtes par exemple, comme par exemple une entreprise où vous avez des artisans, des menuisiers, c'est eux leurs propres patrons et c'est eux aussi qui vont sur le terrain. Tandis que vous avez des grandes entreprises où le patron ne va pas sur le terrain et il leur envoie tous ses salariés artisans, par exemple. Donc là, en l'occurrence, dans notre situation, le dirigeant va aller sur place, faire certains chantiers, et le salarié aussi. Donc, pour le coup, celui qui a piloté l'activité, ça va être lui, mais il va déléguer une partie opérationnelle au salarié, qui, en fait, le salarié, on a vu ensemble, il était déjà très autonome. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a vues ensemble en amont. Après, il faut aller valider sur le terrain. Ça fait partie justement de la partie audit où vous allez voir sur place ce qui se passe. Vous allez entre guillemets ouvrir la carcasse de la voiture pour voir la voiture elle est belle, la mariée elle est belle. Maintenant est-ce qu'en dessous du capot, est-ce que ça reflète ce qu'on vous a vendu? Je vous donne un petit exemple. Vous voyez par exemple que c'est écrit dans le véhicule, le moteur c'est un V12. Vous ouvrez le capot et là, ah bah non c'est un V8. Ah il y a un problème, le prix n'est plus le même. Et ça va impacter aussi le montant de la vente et du coup le montant de votre besoin de financement. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que je vous accompagne aussi sur un accompagnement global, mais notamment pour trouver de l'argent, trouver du financement. Mais
il faut savoir quel montant, quel est votre besoin. C'est pas la même chose d'aller demander à des investisseurs, une banque, 200 000 euros, qu'aller lui demander 400 000 ou 500 000 euros. Donc par conséquent, il faut, comme on disait, savoir au niveau de votre cible, est-ce que le montant qui est demandé par le vendeur correspond bien à la réalité? Est-ce que quand vous avez décidé d'acheter votre voiture à 50 000 euros qui a un V12, est-ce que quand vous vérifiez, en faisant une audit, donc vous allez faire une vérification sur place, est-ce que c'est bien un V12? Si c'est pas un V12 et que c'est un V8, ben ça vaut plus 50 000 euros, ça vaut peut-être 35 000 euros. Donc c'est plus le même montant que vous aurez besoin de demander en termes de financement. Par conséquent, et là je vais faire une partie importante sur l'erreur 4, qui est le closing prévisible. C'est-à-dire que il faut pas vous dire que alors parce que tout est prévu, c'est-à-dire que on va rencontrer le dirigeant, on va mettre une lettre d'intention, on va faire l'audit, on va rechercher le financement, on va faire le closing, que tout va se passer comme une lettre à la poste, ou que, évidemment, le rachat d'entreprise, ou je dirais trouver vos objectifs, c'est un long fleuve tranquille où tout se passe, étape par étape, tranquillement, il n'y a pas de perturbation. C'est comme si vous prenez un vol d'avion Paris, Pointe-à-Pitre, ou Paris, Fort-de-France, ou Paris, j'ai envie de vous dire, Rio de Janeiro, en vous disant que c'est une certitude, je sais que je vais passer au-dessus de l'océan Atlantique, et qu'il n'y en aura pas de turbulence. Évidemment, il y a des risques qu'il y ait des turbulences. Donc il faut vous être préparé. Et la chance que vous pouvez avoir, justement, c'est en étant accompagné, c'est que vous avez des personnes qui ont déjà vu beaucoup de configurations, qui ont déjà vu beaucoup, je vous dirais, de turbulences, et qui sauront vous préparer en conséquence pour justement réussir à closer le deal, closer justement vos objectifs. Alors pour ce faire, comme je vous disais, évitez cette erreur de closing prévisible. Il faut vous dire que vous allez mettre en place un processus opérationnel, vous allez mettre en place une stratégie qui vous permettra de diminuer les risques, mais surtout d'augmenter les chances pour vous d'arriver à vos objectifs. Par conséquent, première étape, c'est vous avez une entreprise que vous avez ciblée, comme le cas de mon client. L'entreprise, elle est en Occitanie, elle est à Toulouse, elle est dans le domaine des espaces verts et des piscines. Le profil du dirigeant qui a de la bouteille, ça fait déjà 40 ans qu'il est dans le domaine, il veut partir à la retraite. Donc, étape 1, c'est rencontrer le dirigeant. Soit l'appeler au téléphone, pour commencer. Vous l'appelez au téléphone, vous lui faites un courrier, vous échangez avec lui au téléphone ou par mail, même en visioconférence. Après, impérativement, parce qu'il y a une chose qui est hyper importante à comprendre, très important, c'est la partie psychologique, relationnelle des négociations, quel que soit le contexte et quel que soit l'objet. Là, on est dans un cadre de rachat d'entreprise, c'est très important. Vous avez échangé au téléphone, vous avez échangé par mail, maintenant vous l'avez vu en visioconférence, maintenant vous devez aller rencontrer le dirigeant sur place. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe la rencontre du dirigeant. Alors nous, dans ce cas-là, le client était venu me voir, il a échangé avec moi sur son souhait de racheter l'entreprise pour faire une croissance externe, donc racheter l'entreprise de Toulouse dans le secteur de l'espace vert et de la piscine. On a vu ensemble, il a signé le contrat d'accompagnement et j'ai dit maintenant on y va. Il appelle le dirigeant. Il dit oui, bonjour, comme vous savez, on a un peu discuté sur le fait que vous souhaitiez vendre votre entreprise. Moi, aujourd'hui, je suis accompagné et je voudrais en fait vous poser quelques questions. Donc, on est ensemble, on l'appelle au téléphone, on lui pose quelques questions. Déjà, première question, le timing. Oui, alors, je voudrais savoir, vous avez prévu de vendre quand? C'est pour quand votre timeline, votre horizon de vente? Oui, alors, écoutez, on est déjà presque au mois de juin. Moi, je souhaite vendre au plus vite. On pose des questions. Alors, c'est quoi pour vous au plus vite? Et là, il nous dit au plus tard fin d'année, pour passer le 31 décembre, clôturer les bilans, et après partir en vacances, en retraite. D'accord. Donc déjà, on a eu une première information importante. Le plus vite pour lui, c'est quasiment 6 mois. Vous voyez bien quand on parle de timeline, certaines personnes le plus vite c'est 1 mois, d'autres c'est 6 mois. Donc déjà, c'était important qu'on puisse avoir ce premier cadre pour nous-mêmes savoir comment on allait mettre en place la stratégie. Deuxième question qu'on lui pose, c'est est-ce que l'entreprise, elle est saine ou elle n'est pas saine? Y a-t-il des dettes, pas de dettes, comment ça se passe? Donc on lui pose des questions sur comment ça se passe dans l'entreprise. Dettes, pas de dettes, salariés, pas de salariés. Il nous répond oui, aujourd'hui l'entreprise, écoutez, elle a très peu de dettes, on a un seul salarié et tout le reste ce sont des prestataires. D'accord? Donc assez dire l'entreprise elle est plutôt saine. Alors je dis toujours une chose, on entend, on écoute, on prend l'information, on la note. Après, c'est soumis à vérification lors de l'audit. Comme je disais,
On vous a dit que la voiture c'était un V12, quand vous êtes allé vérifier, vous avez vu que c'était un V8. Problème. Et donc, impact sur le prix et sur votre besoin de financement. Donc, on l'écoute, il nous dit l'entreprise elle est saine, il y a un seul salarié et que des prestataires, l'entreprise a au moins 20 ans d'existence, et que lui, comme il part à la retraite, il souhaiterait en fait, comme tout un chacun, gagner de l'argent avant de partir en vendant son entreprise. Par contre, il nous dit, moi j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont approché, donc alerte, il y a peut-être des concurrents sur l'affaire. En tout cas, c'est ce qu'il dit, donc je souhaiterais que ce soit pas vendu à n'importe qui. Donc de préférence, quelqu'un qui est dans mon secteur d'activité, qui connaît en fait le domaine des espaces verts et de la piscine. Donc nous on lui répond, c'est parfait, mon client aujourd'hui que je représente, il est du domaine des espaces verts et des piscines, donc c'est tant mieux. Donc vous voyez bien, c'est déjà un profil qualifié à la personne que vous souhaitez vendre. Il faut comprendre une chose importante, notamment au niveau de la vente, ou quand vous faites un deal, souvent, le vendeur que vous devez apprendre à connaître, quel que soit le secteur d'activité, il a en fait des priorités. C'est-à-dire, aujourd'hui, il nous dit qu'il a un archétype, un profil de personne à qui il souhaite vendre. Lui, son profil, c'est pas à n'importe qui, mais à une personne qui est un profil dans son secteur d'activité. Donc ça, c'est très important. Ça permet demain d'avoir un argument de force pour mettre en place un levier avec lui en lui disant, vous savez, aujourd'hui, vous avez dit que vous ne voulez pas vendre à n'importe qui, vous voulez vendre à une personne ciblée, une personne comme mon client, lui qui est dans le même domaine d'activité. Vous saurez vous comprendre. Donc c'est un argument pour vous, c'est un leverage, c'est un effet levier pour justement négocier, que ce soit plutôt le porteur de projet avec qui j'accompagnais. Après, il y a une question de délai. La question, est-ce que vraiment le délai c'est important pour lui? Mais ça, on saura, je dirais, on saura finalement voir la question du délai plus tard, parce que pour l'instant on a déjà 6 mois devant nous. Donc ça c'est autre chose. Donc au téléphone déjà, et avec quelques échanges par mail, ça vous permet de savoir aujourd'hui quel va être votre plan d'action. Déjà, on est sur, il recherche aujourd'hui un profil type. Aujourd'hui, on est plutôt sur un délai de 6 mois, et on va voir à creuser maintenant à quel est le prix. Alors il commence à me dire, oui, alors moi je vais le vendre pour 300 000 ou peut-être 350 000. Déjà je vois qu'il n'est pas sûr sur la question du prix. Très bien, on va pouvoir creuser dessus quand vous verrez, on fera des choses spécifiques, on pourra creuser dessus. Donc le prix, il est plus ou moins établi sur une fourchette, entre 150 000 et 350 000. Une fourchette quand même qui est très longue, et très haute, et très importante. Et il m'explique le pourquoi. En fait, c'est comme à la carte. Dans l'entreprise, il y avait une voiture, il y avait une deuxième voiture, il y avait un véhicule de fonction, il y avait des engins, il y avait du matériel, il y avait du stock, il y avait des choses en fait. En fonction de comment on structurait le rachat, soit de l'entreprise, soit du fonds de commerce, le prix diminuait ou augmentait en fait. On est en train de prendre des notes, des informations, et là on se dit, c'est bien, on a déjà pris des informations liminaires, on prévoit plusieurs dates, toujours prévoir plusieurs dates, de rencontre du dirigeant en physique dans un restaurant. On valide ensemble et on rencontre enfin le dirigeant avec déjà une préparation pour pousser ce qu'on a vu ensemble et pour le détailler en one-to-one et voir si ça se passe bien. On rencontre le dirigeant sur Toulouse, dans une belle table toulousaine, on mange bien, on boit bien et on discute à bateau rompu. Oui, bonjour monsieur, donc vous êtes parti à la retraite, est-ce que vous avez des projets pour votre retraite, vous avez besoin de combien? Que forcément, je vous fais un petit parallèle à l'immobilier, quand vous avez un vendeur d'un bien immobilier qui souhaite vendre, il faut comprendre ses motivations. C'est pas la même chose quelqu'un qui souhaite vendre parce qu'il est dans un héritage et qu'il y a eu un décès, et qui souhaite par exemple ne pas payer d'impôts fonciers, que quelqu'un qui en fait souhaite vendre parce qu'il a eu une mutation professionnelle et qu'il doit forcément partir à une date précise dans une autre ville. Par exemple, il est muté de Paris à Toulouse, par exemple, et c'est dans 2 mois, vous savez que le levier de négociation n'est pas le même parce que lui, il est pressé au niveau du temps. Et ça joue pour vous, en fait. C'est une petite parenthèse. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu savoir quels étaient les projets, justement, de ce chef d'entreprise, futur retraité, et ce qu'il avait besoin. Et là, il nous explique qu'il veut aller se faire des croisières, se faire plaisir. Il a un peu calculé qu'il avait besoin au moins de 200 000 pour voir comment il pouvait préparer un petit peu sa retraite. Donc, on a compris, hein. Alors, en dessous de 200 000, ça serait problématique déjà pour lui. Donc, on se dit qu'il y a un petit prix plancher, allez, autour de 200 000 euros. Voilà. Donc, ça nous a permis de savoir, en échangeant avec le dirigeant, qu'il avait ce besoin de 200 000. Et donc, de pouvoir savoir psychologiquement, c'était quoi son prix de vente? Un peu comme quand vous êtes dans l'immobilier, vous savez que aujourd'hui, celui qui a une mutation professionnelle, son bien, il le vend 200 000. Il vous dit par exemple, et ça c'est très important pour vous, oui alors je suis sur un bien immobilier que je veux acheter autour de 180 000. Donc vous savez qu'en fait, il vend 200 000, mais il aura forcément besoin de 180 000 euros pour acheter une autre maison. Donc tout ça, il faut apprendre à bien écouter votre vendeur pour comprendre c'est quoi ses motivations et après vous puissiez l'utiliser à bon escient dans une négociation win-win, gagnant-gagnant entre vous deux. Donc là,
On a compris de notre côté que, en rencontrant le dirigeant, qu'il avait besoin de 200 000 pour son départ à la retraite dans les prochains mois. Et quand il nous fait ses projections, il nous dit qu'il a vu que ça serait en 2026 ou 2027. Donc finalement, son départ à la retraite qui nous parlait peut-être dans 6 mois, peut-être que c'est plus dans 1 an ou 2 ans maximum qu'il serait prêt à le faire. Donc tout ça nous permet de savoir aujourd'hui que on a peut-être une fenêtre de tir plus importante. Plus la fenêtre de tir est importante, plus la négociation peut être longue et plus vous pourrez obtenir des choses en contrepartie. Une baisse de prix, plus de stock, peut-être un accompagnement du cédant sur X mois. Parce que vous savez qu'après la vente, vous pouvez demander à celui qui a cédé l'entreprise de vous accompagner pendant une période déterminée. 3 mois, 6 mois, 1 an. D'où le fait de comprendre la motivation du vendeur et qu'est-ce qu'il veut faire surtout après la vente. Pourquoi je vous pose la question? Certains vendeurs, des fois, ne vous le disent pas, mais quand vous les écoutez, vous allez comprendre que ils vous vendent leur entreprise, mais ils prévoient des fois de recréer une entreprise pas très loin de vous pour vous concurrencer. Faire attention parce que c'est déjà arrivé à certaines personnes. Ils recréent une entreprise pas très loin, et là, c'est là qu'on fait attention au niveau des clauses de non-concurrence, et ça, les cabinets d'avocats sont très bons dedans, pour voir justement demain, si vous rachetez une entreprise, qu'ils ne viennent pas vous recréer une entreprise nouvelle, avec toute la clientèle qui va venir vers lui, d'ici 3 mois ou 6 mois. Voilà, donc ça c'est très important de écouter le dirigeant lorsque vous allez échanger avec lui de vive voix, laissez-le lui parler, mettez, je dirais, de l'alcool, des boissons, une bonne ambiance, un bon environnement, être dans le cadre, afin qu'il puisse justement se sentir à l'aise, vous donner des informations que vous pourrez justement échanger avec eux par la suite pour pouvoir trouver une solution gagnante-gagnante et certaines fois avoir des effets de levier afin d'obtenir pour vous des fois des meilleurs résultats parce que vous savez c'est quoi son pourquoi. Donc nous, on a fait un premier repas avec lui, il s'est livré, il s'est senti à l'aise, il nous a expliqué le pourquoi du comment. On a laissé un blanc. Un mois plus tard, on refait un rendez-vous avec lui pour lui demander comment ça se passe au niveau de l'entreprise, est-ce que le salarié qui était là, il est toujours là. Et là, à ce moment-là, on demande à rencontrer le salarié. Faire un repas avec lui, le salarié, pour qu'il puisse nous présenter le salarié. À ce moment-là, on y va ensemble, il nous explique que le salarié, il serait peut-être proche de la retraite, qu'il faudrait réfléchir, peut-être négocier avec lui pour qu'il y ait un départ de retraite soit anticipé, soit que s'il est toujours présent, il puisse former un nouveau salarié en cas de départ. Donc tout ça, il nous l'explique. Au début, il ne nous en a pas parlé. Maintenant, il nous explique effectivement que le salarié veut partir à la retraite aussi. Donc on n'est plus dans une boîte où le dirigeant part et qu'il y a un salarié autonome et opérationnel qui peut travailler. Là, maintenant, on a une autre problématique. On a le salarié qui, du coup, connaît le métier, connaît les clients. Il veut partir peut-être dans 6 mois, ou dans 1 an ou dans 2 ans. Donc c'est à nous, l'objectif de ce deuxième rendez-vous, c'est d'apprendre à connaître le salarié et savoir surtout quand est-ce qu'il souhaitait partir lui aussi à la retraite. Donc ça c'était très important pour nous. Et si aussi il était prêt au cas où à former un nouveau salarié. Donc tout ça, on a pu l'apprendre lors de la rencontre avec le dirigeant et puis le salarié. Après ça, on a formalisé pour pouvoir avoir accès aux documents une lettre d'intention où on a dit que on souhaiterait acheter la société à 200 000 euros, sous condition évidemment d'audit, de vérification, de contrôle, etc., etc. Donc là, on a formalisé notre intention de vouloir acheter l'entreprise avec 200 000 euros. Évidemment, il faut se dire une chose, c'est que si vous voulez réellement, et c'est pas un bluff comme certains le font, de vouloir acheter l'entreprise, il faut que nous maintenant, on puisse avoir les éléments pour pouvoir trouver le financement des 200 000 euros. Est-ce que, je demandais au client, est-ce qu'il avait de l'apport personnel? Il m'a dit, oui, j'en ai un petit peu, mais je ne voudrais pas l'utiliser. Je dis, bon, écoute, on va faire un maximum pour que tu n'aies pas utilisé d'apport personnel, mais peut-être que tu devras l'utiliser. Donc il m'a dit, alors j'ai dit, si demain tu dois utiliser ton apport personnel, ça serait combien? Il m'a dit 15 000 euros. J'ai dit, ok, pas de problème. On voit pour que tu puisses utiliser 10 000 ou 15 000 euros, ou peut-être 5 000 euros. On va voir en fonction de qui va nous accompagner sur le financement. Est-ce que ça va être une banque, des investisseurs privés, des fonds d'investissement, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qu'on s'est dit maintenant? On va tout simplement auditer la société et on va chercher le financement. On a audité la société, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes, on a trouvé le financement en parallèle, et là, le financement était mixte, parce que du coup, il voulait un paiement en comptant. On avait trouvé que si il mettait un apport à peu près de 20%, voire de 10%, donc c'est-à-dire 10%, on était autour de 20 000 euros, la banque était prête à suivre pour les 180 000 restants. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On lui a trouvé, via de la Love Money, des proches à lui, on lui a trouvé 5 000 euros supplémentaires, donc c'était 15 000 euros plus 5 000 euros, ça fait 20 000 euros, et là il avait bouclé son financement. Après ça, cette recherche de financement, on a fait le closing. Et là, au niveau du closing, ça s'est plutôt bien passé jusqu'à la fin. Sauf que à la fin, on a eu un revirement de situation par rapport au closing.
C'est-à-dire que le vendeur ne voulait plus vendre. Ce que je vais faire lors d'une prochaine vidéo, je vais approfondir ce cas-là sur les différentes étapes. Étape 1, la rencontre du dirigeant. Étape 2, la lettre d'intention. D'ailleurs, certaines fois, on peut faire la 2 avant la 1, c'est-à-dire envoyer une lettre d'intention pour le dirigeant. Alors ça, je ne conseille pas parce que si vous n'avez pas déjà même au téléphone échangé avec le dirigeant, je vois pas quel est l'intérêt d'envoyer une lettre d'intention à quelqu'un pour lui dire « je suis vendeur », mais vous savez même pas si lui veut vendre. Voilà. Donc, rencontrer le dirigeant, en tout cas, échanger avec le dirigeant en 1, faire une lettre d'intention en 2, en 3, auditer la société cible au point de vue juridique, financier, social, fiscal, rechercher le financement en parallèle ou en concomitance, et 5, je dirais, faire le closing pour justement racheter l'activité, racheter la société ou racheter le fonds de commerce par exemple. Donc dans une prochaine vidéo, je vais approfondir ces différents points pour que vous compreniez que finalement, je vous ai dit qu'il y a eu un revirement, pour vous expliquer pourquoi le revirement, pourquoi finalement pour l'instant ça s'est pas fait, et comment peut-être déceler quand vendeur n'est pas vendeur. C'est Stanley Laporal, je suis votre accompagnateur pour trouver des financements et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.